Ouf! La finale de la Coupe d'Europe entre le Milan AC et Liverpool il y a quelques semaines s'est déroulée sans casse. Preuve, s'il en est, que l'événement festif tant attendu suscitait la crainte. Il faut dire qu'il y avait de quoi paniquer. À l'affiche de ce match explosif, le club de Liverpool, présent dans toutes les mémoires, celui-là même qui, 20 ans plus tôt, au stade du Heysel à Bruxelles et dans les mêmes circonstances, avait défié un autre club italien, la Juventus de Turin de Michel Platini. À l'époque, le monde hébété avait découvert devant son poste télé la face cachée, sombre et barbare du football quand le football dérape, qu'il n'est plus un jeu, mais le champ de bataille des pulsions les plus primitives. Résultat, l'horreur dans les gradins, 39 morts, 600 blessés. 20 ans après, en 2005, le Heysel n'en finit pas de hanter les mémoires. Comment cela a-t-il pu arriver et surtout pourquoi? Pourquoi 20 ans après, les supporters continuent-ils d'alimenter régulièrement la chronique des faits divers? Pour mieux mesurer l'ampleur du mal qui continue de ravager le monde du foot, nous avons donc choisi de braquer les projecteurs sur un sport presque aussi populaire, du moins en Europe, le rugby. Plus viril sur le terrain, mais plus civilisé, beaucoup plus civilisé dans les gradins. Foot, rugby, les supporters sont-ils insupportables? C'est De quoi je me mêle, numéro 117. Voici le sommaire de cette émission. 2 films inédits produits par Doc en stock pour Arte, suivis d'un débat. Premier film, Putain de hooligan. Portrait de voyous égarés dans un sport de gentleman. Deuxième film, Rugby Attitude. Portrait de gentlemen bien dans leur peau, dans un sport de voyous. 2 films suivis d'un grand débat avec des personnalités du monde du foot et du rugby. Pas question, bien sûr, de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a supporters et supporters, même dans le monde du football. Il y a la grande masse de ceux qui aiment le ballon rond et qui privilégient le plaisir du jeu. Et puis il y a ceux pour qui le foot n'est qu'un exutoire, un prétexte au défoulement, voire au désir de meurtre. Ceux-là, bien entendu, sont une minorité, mais une minorité violente qui prend souvent la lumière et fait passer tout le reste au second plan. Alors, pour tenter de comprendre, nous nous sommes rendus en Angleterre, berceau du phénomène hooligan. 20 ans après le Heysel, les hooligans sont-ils toujours là? Leurs enfants rêvent-ils d'en découdre, comme leur père? Bref, pourquoi tant de haine? Au foot, comme à la guerre, voici Putain de hooligan. C'est un film inédit, étonnant, troublant, produit par Doc en stock pour Arte. Il est signé Christophe Weber. Regardez. Rage aveugle, un poème. Si tu ne veux pas d'embrouille, ne me cherche pas. C'est ce que tu dis, c'est ce qui règle ta vie. Alors pourquoi cette rage? Pourquoi pètes-tu les plombs si souvent? Si tu ne veux pas de problème, alors comment t'expliques ce déchaînement, cette colère? Combien de fois il va falloir que tu le fasses? Contre qui est-ce que tu en as vraiment? T'as l'impression qu'on te laisse tomber? Commence par te regarder en face. Allez mec, réagis, ça te rend plus fort. L'affaire est réglée, tout est déjà dit. Souviens-toi mon ami, il y a déjà si longtemps que tu es mort. Qu'est-ce que tu rêvais d'être quand tu étais enfant? Un footballeur. Jouer pour Stoke City. Je voulais juste être un mec. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je suis aujourd'hui. Je ne changerai rien. Je crois que je voulais être footballeur jusqu'à l'âge de 11 ans. Et puis on réalise qu'on n'est pas assez bon pour jouer dans des clubs. Si je pouvais revenir en arrière, je serais probablement avocat.
Enfant, je voulais être un hooligan. C'est tout ce que je voulais. Et c'est ce que je suis devenu. Et un très bon. Il n'y a pas, ou plutôt jamais, de violence gratuite. Alors t'es qui, toi, le hooligan? Un cliché, genre pauvre type bas de plafond, prolo hargneux, alcoolo, facho, avec un QI proche du pas grand-chose? Ou bien quelqu'un d'autre? Ce que pourrait demander le dieu football, qui doit supporter tes démons depuis plus de 40 ans. La religion foot et ses disciples dévoyés qui ont provoqué tant de drames, destructions, blessures et morts. Tu es le mal? Alors sur les mots du hooliganisme, l'envie est née d'entendre leurs propres mots. Putain, salopard, cinglé, dépendance, territoire, famille, culture. Des mots qui viennent du pays où sont nés le dieu foot et ses légions d'allumés. Là où tout a commencé. Là où chaque année, plusieurs milliers d'arrestations et de condamnations ont lieu. L'antre, le sanctuaire, l'Angleterre. Breakfast, régime voyou des stades. Au menu, bière, 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 adrénaline, standard punk rock, new wave et Britpop qui dépote, clope et dope. Quel sera le score aujourd'hui contre Sheffield? Je m'en fous du score. On s'en branle du foot. On s'en tape du résultat. Personne n'en a rien à cirer. Personne. Dans quelques heures, Burnley affronte Sheffield, à la grande joie des Burnley SS. SS. Eux affirment que toute ressemblance avec des personnes ayant existé et une quelconque idéologie d'extrême droite ne serait que pure coïncidence. SS, ce ne serait que pour Suicide Squad, l'escadron suicide, le nom de leur firme. Ouais, l'entreprise. C'est ainsi que les dizaines de gangs hooligans du Royaume-Uni se surnomment. Des entreprises avec des cadres, des top boys. Andrew, 38 ans, chômeur, divorcé, 3 enfants et déjà plus de 20 ans de hooliganisme. Entre autres titres de gloire, de multiples arrestations et une condamnation. Banni pour 3 ans de tous les stades, à vie de celui de Burnley. J'ai commencé à aller au foot jeune. Dès que tu vas voir un match, tu regardes la foule. Je n'ai jamais regardé le terrain, juste regarder la foule. Les gars qui se battent. Et c'est là que tu as envie d'être. La foule, l'atmosphère, les mouvements de foule, les chants, les briques et les bouteilles qui volent. Ces trucs-là, super. Le foot, c'est un prétexte pour ta violence et celle des autres gars des Burnley SS? Ouais, bien sûr. Tu n'es pas vraiment intéressé par le foot? Non, pas vraiment. Non. Pour dire la vérité, je ne pense pas avoir jamais regardé un match en entier. En quelque sorte, être un hooligan, c'est une façon d'emmerder le système? Non, c'est des mecs qui sortent pour prendre du bon temps. C'est juste des équipes qui se battent, c'est tout. Des mecs qui ont envie de faire des guerres dans la rue. Ce n'est pas emmerder le système, c'est se baiser les uns les autres. Ma bande est mieux que la tienne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vas-y. Ça n'a vraiment rien à voir avec le système. La violence, une simple distraction? Vu la tronche de la ville, on peut penser à d'autres raisons. Burnley, une de ces nombreuses verrues portant le nom de ville qui poussent encore au cul de l'Angleterre de Thatcher et Blair.
Des miles et des miles de quartiers riants que l'on a du mal à imaginer abritant des milliers d'existences plus ou moins merdiques. Chômage, précarité et pauvreté endémique, minorités ethniques, racisme chronique, le cocktail classique qui a explosé à la gueule de la cité en 2001. Émeute raciale. 48 heures pendant lesquelles Burnley, l'espace d'un week-end, a mérité sa première syllabe, burn, brûle. Les Suicide Squad ont joyeusement sauté dans le brasier, Andrew en tête. À la sortie, 1 an et demi de prison. Nous sommes une nation de guerriers. Nous adorons nous battre. Tous les mecs ne naissent pas avec. C'est juste que tu es né avec ça en toi. Mon fils aîné déteste ça. Le plus jeune adore ça. C'est juste ce que tu as à l'intérieur de toi, ce qui te branche. Ton destin était de devenir un hooligan. Oui, exactement. Tu es né pour faire ça. Et tu penses être un peu dérangé, une sorte de malade mental? Non. Je peux être la personne la plus sympathique du monde. J'aide les vieilles dames à traverser dans la rue. Je n'ai jamais rien dit de mal à qui que ce soit. Je peux être la personne la plus polie de la planète. Fin de matinée, mini-horde sauvage et minibus. Officiellement, direction Sheffield. 2 heures de route pour s'échauffer. Nous sommes fiers de là où nous venons, nos villes. Nous sommes fiers de là où nous vivons. Nous voulons aller dans une autre ville et faire chier. C'est ça le truc. Le territoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. C'est la guerre. C'est des enfoirés de mecs qui veulent se marrer. Et si on peut faire chier, on fout la merde. Mais sinon, la police est sur nous. Et c'est tout. La police maîtrise tout maintenant. La police est là. Il y a des putains de caméras partout. Alors disons que tu peux choisir 2 ou 3 matchs par saison où tu peux te battre. Et c'est tout. Tu peux te battre contre les flics. Et c'est tout. La plupart des bagarres sont contre la police. Et non pas contre les putains d'adversaires. Rêverie, tension. Le rendez-vous approche. Mais avec qui? Les cogneurs d'en face ou les flics? J'ai appelé les gars de Sheffield pour leur dire de venir nous rejoindre. C'est réglé, on verra bien ce qui se passe. Les Hools de Sheffield sont prévenus. Les Suicide Squad les attendent. Dans un pub, à 10 km du stade. Banni égale interdit de stade, plus obligation de rester en dehors d'un périmètre de plusieurs kilomètres autour. Mais la firme de Sheffield ne se pointera pas au rendez-vous castagne. Les flics, oui. Come on, man! Keep my thing. Check the fucking ball. What's going on? Yeah, you know what I mean? It's fucking a bit heavy-handed, isn't it? What? A bit heavy-handed, isn't it? A bit heavy-handed, isn't it? What's going on there? Vous avez le droit de boire un verre et c'est tout. Mais franchement, quelle raison avez-vous d'être ici? Essayez d'y penser de cette façon. Quelle raison ont les supporters de Burnley d'être à Rotherham, d'accord? Allez les gars, on va à la station de bus. Ok, c'est réglé. Fin de l'expédition. Les injures fusent, alors en prime, les Suicide Squad ont droit à une arrestation.
Just put gas on his fucking son. No, they pulled it in front of his face. Set the tone for the day, boy. Quant à ceux qui n'étaient pas encore vraiment connus des services de police, c'est fait. L'un d'entre eux a même droit au trombinoscope caméscope. Filmer, questionner. Ton nom, ton âge, qu'est-ce que tu fous là? Où t'habites? Une forme de baptême. Au nom de la loi, de la justice et de la police, tu t'appelles hooligan. Super. Excellent customer relation. Thank you, officer. It's been a fantastic day. Pas de baston, une arrestation. Police 1, Burnley SS 0. Mais bon, c'était quand même un beau jour pour mourir de rire. Échec, succès, peu importe. Faut fêter ça. Nightclubbing et beuglant punk rock résolument nationalistes. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est exactement comme ça que j'ai grandi. Fin de l'école, on commence à jouer à ce putain de foot. Il n'y a rien d'autre dans ma vie que le foot. Le foot vient du cœur. Et c'est tout, ça a disparu ici. Je suis un supporter de Manchester. J'adore United. Ce sont les gens à l'intérieur qui gèrent le tout que je déteste. Eh oui, Tony. Mais tu n'étais pas qu'un supporter. Pendant 30 ans, tu as été considéré comme un des hools les plus dangereux d'Angleterre. Les flics t'ont même ciblé comme le général de la Red Army de Manchester. Malfrats à plein temps, hooliganisme, cambriolage, fraude. Conséquence, condamnation, séjour en tôle et la marque d'infamie, banned, interdit de stade, de tous les stades, pour 7 ans. 7 années pour ressasser ta colère d'amant violent et éconduit. Fini l'âge d'or, il te reste quelques arpents de glorioles et les sentiers pourris de certains souvenirs. Cette rue a totalement changé au cours des 20 dernières années. Mais avant ça, cette rue, c'était un champ de bataille. Ici, c'était un parking, là, dehors. Et c'est ici que les supporters extérieurs se trouvaient. Et des deux côtés, les gens venaient s'écraser sur les équipes de sécurité, police ou autres, et submerger les supporters en déplacement avant qu'ils ne passent les tourniquets. Ils arrivaient par train, là-bas en dessous. Le train existe toujours, le tunnel existe toujours. C'est l'endroit le plus effrayant. On a eu des supporters de Millwall là-dessous. Et nous, on les a complètement explosés en 84. Explosés. Pardon? Vous pouvez pas filmer ici sans autorisation du club. Y a-t-il une raison pour laquelle ils font ça? Oui, parce que c'est une mauvaise publicité. Une mauvaise publicité? Je sais que t'es plus vieux que moi. Écoute, je suis content d'être interdit de stade, parce que je ne veux pas m'asseoir dans ce stade. Je me suis jamais assis de ma vie. Beaucoup d'autres gens l'ont fait. Va t'asseoir avec eux. Allez tous vous faire foutre.
See you, mate. Tony a réussi à ne pas complètement se couper du monde du football. Le jeune retraité du hooliganisme s'est reconverti en patron de PME, agence de voyage et monsieur bons offices pour supporters. Aimais-tu la bagarre? J'adorais ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait peur. La façon dont tout cela se déroule, ton estomac te fait mal, t'as plus de jambes. Tu te sens malade. Des heures avant même d'avoir la bagarre, ça commence dès le matin. Tu sais juste que ça va arriver. Tu ne sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Bien sûr, c'est de la folie pour certaines personnes. C'est de la folie pour moi de risquer ma vie pour un ballon. Comme toi, tu vois les choses, mais les gens ont une passion. Je ne comprends pas la passion de la pêche. Assis là toute la nuit dans ton impair, à se les geler, être trempé toute la nuit pour un poisson que t'attraperas peut-être jamais. Putain, mais comment t'en fais une passion? C'est de la folie, non? J'ai ma passion, tu peux pas me la retirer. C'est de la folie pure. C'était une maladie née du désir d'aller plus loin que l'environnement dans lequel j'étais né, où je vivais. C'était une façon de devenir quelqu'un à partir de rien. Pas que moi, parce que les familles de la classe ouvrière n'étaient rien. Elles étaient là pour être ce qu'elles sont et pour y demeurer. Je me libérais de la vie plan-plan que vivaient les gens autour de moi, que vivait ma famille. Je suis juste un putain de personnage complexe. Un homme parfois très malade, mais aussi très aimant, compréhensif. T'es un mec sympa, mais un peu frappadingue. Je suis un mec gentil, mais je peux être un vrai salopard quand je veux. Si tu me prends la tête, je peux être vraiment un enfoiré. Mais ça arrive pas souvent. En général, c'est à cause du foot. Mais je peux être un vrai enfoiré. La violence n'est qu'une partie de la passion. J'ai vu ça. Pas une partie acceptable, je le reconnais. Mais je suis maintenant guéri de ça. Tu n'es plus un hooligan. Non. C'est fini. Parti. C'est fini. La maladie est partie. J'étais un camé. Le hooliganisme était ma drogue. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai été arrêté plus d'une vingtaine de fois. Passé des semaines dans les tribunaux, emprisonné, payé des milliers de livres d'amende, tabassé, tailladé, perdu des relations, un mariage brisé, perdu un tas de boulots bien payés, tout ça à cause de la violence dans le football. J'ai vu des gens avec des blessures horribles. Le lendemain, je me jurais que j'allais remballer tout ça, tout en sachant qu'au prochain super plan entre hooligans, j'en serais. Comme le poivreau qui jure de ne plus jamais prendre un autre verre et qui se retrouve à attendre l'ouverture du rad le matin. C'est une dépendance, alcoolique, drogué, voyou des stades, tous pareils. Andy, encore un banni des fastes du hooliganisme. L'ancien dur d'Everton, l'autre grand club de Liverpool, est condamné à rester à vie à l'extérieur de son royaume perdu. Au moins a-t-il maintenant les coups des franches pour nous faire visiter son monde, raconter l'histoire d'une étrange créature
Dr Jekyll et Mr Hyde. Quand t'es accro à l'héros, les gens peuvent voir le mal que tu te fais. Les gens peuvent te dire, écoute, nous voulons que tu arrêtes parce que tu prends ces drogues et que tu es en train de bousiller ta vie. Alors qu'en allant voir du foot une fois par semaine et en prenant des coups de poing dans la gueule, je ne pense pas que tu bousilles ta vie ou celle de quelqu'un d'autre. Quand le choc et l'horreur arrivent, quand la police débarque chez toi le matin, qu'ils t'emmènent avec la couverture du chien sur la tête, la presse est là, tu te dis, mon Dieu. Ta mère te dit, tu ne veux pas finir ton petit déjeuner, fiston? Et toi tu réponds, désolé, je serai de retour dans 3 semaines. Tu reviens et tu passes un sale quart d'heure. Il peut se passer 6 semaines avant que tu te remettes dans une situation délicate. Au bout de 5 semaines, t'as les marques sur le visage qui ont disparu. T'es pas sorti depuis longtemps, t'as été gentil, t'as apporté des fleurs à ta mère le vendredi soir, t'as pris le thé avec elle, et puis le samedi, tu vas à Millwall. Et là, c'est le massacre. Tu vois, le rush d'adrénaline que tu prends ce jour-là, ça te monte à la tête. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'avoir vraiment peur et de te dire putain, je vais mourir? Ouais. On sortait d'un match, on était une 60aine. 200 mecs nous attendaient, l'embuscade parfaite. Aujourd'hui encore, on ne sait pas qui c'était. En fait, on a erré dans un énorme ensemble où beaucoup de petits noirs vivaient. On était sur leur terrain. Il y avait certainement un mélange de population et puis un grand gaillard vient vers nous avec un gros sac à dos et il le tape par terre, il était plein d'ammoniac alors on voyait plus rien. Il y avait des mecs avec des lunettes de piscine, des bâtons, des queues de billard, ils nous ont lancé une fusée dessus. Nous nous marchions les uns sur les autres, puis la fumée s'est dissipée et j'ai vu ces 200 types avec des clubs de golf, des bars et tout ça. Putain, je vais me faire tuer ici, on va mourir ici. Il y avait des gens en train de se faire lacérer au sol et je me suis dit, c'était un peu risqué ce truc, finalement. On s'en est pas super bien tiré. Dure journée au bureau. Andy est devenu une sorte de hooliganologue. Il sillonne le Royaume-Uni, visitant des dizaines de villes pour son grand projet. Une encyclopédie du hooliganisme, de A à Z, des Aberdeen Soccer Casuals à la Zulu Army de Birmingham. L'encyclopédiste aurait déjà recensé environ 80 firms, dont les noyaux durs rassemblent de quelques dizaines à plusieurs centaines de fidèles. Pour Andy, une façon de ne pas complètement décrocher de la culture, le mot favori des hooligans, pour décrire leur monde. Culture implique connivence, connexion, l'existence d'un réseau entre firms. Aujourd'hui, Andy est à la lettre F. F comme Frontline, une bande du pays de Galles qu'il a pratiquée sur le terrain. Avec un peu de chance, je vais me retirer pour de bon bientôt. Mais j'ai toujours ça dans le sang, j'aime toujours le buzz. Je n'aime pas ne pas y être. Quand il y a quelque chose le samedi, je ne pourrais pas me balader avec mon fils ou faire du shopping avec ma femme alors qu'il y a une bataille quelque part. J'aimerais y être. S'il y a une bataille, la police ne doit absolument pas être là. On doit être en très étroit contact avec les autres firms. Être sûr qu'il n'y a pas du tout de policiers. Nulle part. Pas de caméra. On se bat, on se casse. Il y a 2 ans de ça, c'était un match amical de pré-saison. On ne cherchait pas les embrouilles, on faisait une sortie comme ça, et quelques-uns des apprentis hooligans de Nail ont causé un incident avec quelques-uns de nos gars. Alors nous avons décidé de régler ça. Ils ont passé une demi-heure au téléphone, et sans qu'on comprenne comment, tout d'un coup, nous sommes attaqués par un grand nombre de mecs. Je reçois une bouteille en plein visage, une autre à l'arrière de la tête. C'est marrant parce qu'après la bagarre, j'appelle Neil et je lui dis « Vous êtes pas mal débrouillés, les gars, mais je pense qu'on vous a dominé. Est-ce que tu pourrais pas me déposer à l'hôpital ?» C'est pas de la haine. Tu peux prendre un verre avec quelqu'un contre qui tu vas te battre la nuit suivante. Ça ne fait pas de différence. J'ai hébergé des gens chez moi avec qui je me suis battu le jour même. Comme je le disais, il n'y a rien de personnel.
C'est une firme contre une firme. C'est une sorte de compétition dans tout le pays. C'est être fier de ton coin, de ta ville, de ton club de foot. C'est plus important de gagner en dehors du stade que dans le stade. Tu gagnes une bataille, tout le monde a l'air gai, tout le monde est content, se réjouit. En fait, tu vas en ville et personne ne te parle de football. Vous avez gagné, super. L'équipe a bien joué, super. Et tu as gagné une bataille. Ça semble plus important. Tu vois ce que je veux dire? Wrexham est une très petite ville, mais il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Penses-tu que le hooliganisme existera toujours? Toujours. Pour toujours. Rien ne peut arrêter des gens qui vont dans les villes d'autres gens pour s'en prendre à eux. Parce que c'est une maladie britannique. C'est comme ça qu'on le voit. Une maladie britannique. Ils ne peuvent pas trouver de remède. Il n'y en a pas. C'est impossible. Ils trouveront un remède contre le cancer avant d'en trouver un contre le hooliganisme. You fuckers! Come on, Stoke! Come on! Come back it on! Stoke-on-Trent, le fief des Naughty 40, les 40 vilains. Une firme créée au début des années 80 par une bande de copains. 40 frappés qui en avaient marre de voir les autres gangs débarquer en toute impunité dans leur ville. Stoke, dernière incursion dans le monde des firms, des sectes foot, histoire de comprendre que la fabrique de hooligans ne tourne plus à plein régime, mais qu'elle tourne. I love you, Ian. I love Que tout le monde s'amuse ici et se relaxe. Mais au final, nous avons un putain de standing à maintenir. Alors n'oublions pas ce que nous sommes en train de faire. Bon, alors, tous les ricanements et toute l'excitation, ça suffit maintenant. Concentrons-nous un peu et faisons les choses bien. Nous sommes des hooligans, fiers de l'être, et nous le serons toujours. Nous sommes une sous-culture dont les gens aiment parler. Pour une raison inconnue, ce que nous faisons est politiquement incorrect. Les gens pensent que nous sommes anormaux, de la racaille. Appelez-nous comme vous le voulez. Mais laissez-moi vous dire que je pense qu'ils sont jaloux de ce que nous avons. Je pense qu'ils adoreraient pouvoir sortir un samedi après-midi et se sentir aimés, se sentir faisant partie de quelque chose. Ça n'est pas que de la violence, c'est de l'amitié virile, c'est de l'appartenance, de l'amour et de l'affection. Se préoccuper les uns des autres. Chris, j'avais 15 ans, Chris. J'étais un enfant maltraité. Je faisais de la boxe il y a longtemps. À la maison, c'était violent. Avec ma mère, mon père, c'était horrible tous les week-ends. Je n'avais pas de famille, je n'avais rien. Mon père m'a envoyé à l'hôpital, il m'a cassé une côte. J'avais rien, je faisais de la boxe. Et par la boxe, j'ai rencontré un mec qui m'a fait connaître le foot. J'étais un fan de Stoke City. Et puis au travers du foot, après avoir été jugé à mon coup de poing, j'ai rencontré cette famille. Ils sont mes amis depuis 15 ans. Je fête mes 30 ans cette année. Ils sont les meilleurs amis que j'ai jamais eus. Nous avons au moins une centaine de jeunes gars qui viennent nous voir chaque année. Une centaine. Ils frappent à la porte, on veut faire partie de la culture. Nous les regardons bien, nous les examinons minutieusement, et sur 100, 10 seulement resteront toute leur vie. 10. Nous sommes une putain de ferme très, très, très violente. Quand tu vois un gars qui a cette dose particulière de violence en lui, qui est zinzin et qui est sympa, tu l'attrapes, tu le tiens, tu l'aimes, tu l'élèves et tu le fais rejoindre les rangs de la bonne manière. John, je l'adore, il est comme mon fils et je l'ai élevé depuis ses 14 ans au travers de la culture foot. Ce n'est pas qu'à propos de la violence, je me dois d'insister là-dessus. Ça va beaucoup plus loin que quelques putains de coups de poing, mon gars.
J'aime John comme mon fils. J'aime Skinny comme mon fils. J'aime Stan. Et moi, tu m'aimes? Je t'aime, Yann. Combien de fois par semaine est-ce que je te dis que je t'aime au téléphone? 2, 3, 4 fois par semaine. On s'aime et c'est pas un truc de chochotte de dire ça. Je me fous de ce que les gens disent. Et c'est la raison pour laquelle personne ne peut nous mettre en déroute. Quand nous nous tenons dans les rues en infériorité numérique, nous obtenons toujours un résultat. Parce que nous savons qu'il ne me laisserait jamais tomber. Lui, je ne le laisserai jamais tomber. Jamais. Moi, tu me laisserais. Toi, oui, laisse-moi te dire, putain, t'es juste bon à tuer des blaireaux. Nous ne nous laisserions jamais mettre en déroute. Nous faisons front ensemble. Et c'est ce qui nous a rendus si bons. C'est ce qui a mis Stoke City au sommet de l'échelle des hooligans. Nous sommes la firme numéro 1. Je me fous de ce qu'ils racontent tous. Je vous le dis tout net. Stoke City est la firme numéro 1 du pays. Nous sommes les mecs. Vous ne nous mettrez pas en déroute. Jamais. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé être ici à donner une putain d'interview à une télé française. D'où viens-tu? D'où je viens? De l'isolement. D'un isolement total. De l'étroitesse d'esprit. On m'a donné à ma grand-mère. Elle m'a élevé. Pourquoi? Parce que j'étais une gêne. Pour tes parents? C'est possible. Pour la famille entière. Conçue hors mariage. Mes parents étaient de la même famille, donc je suis un bâtard consanguin, ce qui vous affecte. J'avais une grand-mère aimante, que j'adorais, mais elle était vieux jeu. Et les enfants, selon elle, ils doivent être là, mais on ne doit pas les entendre. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai passé la plupart de mon enfance seul, dans une petite chambre. Donc, en gros, au match de football, je voyais des choses qui me stimulaient. En dehors du football, je retournais dans ma chambrette, où je repensais aux choses vues au foot, et je voulais faire partie de ça. Faire partie de cette culture du football, pour moi, c'est de la stimulation en tout. Tout en même temps. Un énorme rush d'adrénaline, la violence, l'excitation, la tristesse, le désespoir, tout en un. Et ça rend accro. Toute ma vie, j'ai été accro à la peur. Ça a été mon plus gros truc. J'aime énormément avoir peur. J'adore quand mon visage commence à me picoter à cause de la peur. Quand je suis dans une situation qui est complètement incontrôlable et que je dois me reposer sur mon intelligence pour y survivre, c'est une grande part du foot. La peur. Et ça rend accro aussi. Selon toi, tu es quelqu'un de fou, de détraqué? Oui, je suis complètement fou. Tout à fait. Je parle tout seul. Je me fais des grimaces dans le miroir régulièrement. Je suis fou. Et je suis aussi un homme très bien, comme tu l'as découvert ce week-end. Alors, où est-ce que tu traces la ligne? Je ne suis qu'un seul homme dans un grand groupe. Si impressionnant, si puissant, peu d'entre nous ont le sou. Une cause commune nous unit. C'est quand nous sommes appelés à montrer notre puissance. Vous n'avez jamais vu une image plus belle. La rue bouge, en rouge, en blanc. Mais s'il vous plaît, vous, les innocents, ne prenez pas peur. Cela ferait trop plaisir aux plus mauvais d'entre nous. Nous sommes des hommes corrects, enfin, la plupart d'entre nous. Et nous parcourons le pays, en train, en bus. Du plus loin que vous nous apercevez, s'il vous plaît, ne faites pas la grimace. Nous ne sommes que Stoke City, et aujourd'hui, nous sommes dans votre ville. Dans la culture hooligan, le mot regret existe-t-il? Le bon temps, même affublé d'un visage tourmenté, semble peu souffrir de remords. À moins de rencontrer quelqu'un comme Yann, un pilier des Naughty 40, un artiste. De la baston
mais aussi musicien, poète, peintre décorateur. Ian qui dessine trait par trait son portrait de Dorian Gray, à la fois wild, sauvage, et déchiré entre son passé de hooligan et une ferveur intacte pour le foot. Ceci était notre maison, le champ des rêves. C'est si triste maintenant de le voir ainsi, en ruine. Ça me brise presque le cœur. Quels mots te viennent à l'esprit si je dis hooligan? Des âmes perdues, des âmes dérangées. J'ai eu mon lot de problèmes. Maladie mentale, alcoolisme. Oui, je dirais que j'ai été bien baisé dans ma tête, bien en vrac. Je ne peux pas vraiment expliquer ça. C'était quelque chose que nous faisions le samedi, et ensuite, c'était oublié jusqu'au samedi suivant. Alors, toutes vos émotions, vos frustrations, vos mauvais jours, votre sale semaine de boulot ou quoi que ce soit d'autre, tout cela pouvait être expulsé en 2 heures. Le samedi après-midi ou le mercredi soir. C'était un poids qui s'enlevait de votre poitrine. C'était une libération. On se débarrassait de tout un tas de merde. J'aime mes enfants. Et pour moi maintenant, ils sont le futur. Ils sont mon avenir. Et j'essaie de les guider vers le bon chemin. Si l'un de mes fils était impliqué dans le hooliganisme, ça me rendrait malade. Je me haïrais pour toujours. Les choses que j'ai faites au cours de ma vie m'ont causé une angoisse indicible et un immense regret. Si mes propres enfants suivaient le chemin que j'ai suivi par le passé, je pense que cela serait ma fin. Ça m'achèverait. L'année précédant le Heysel, j'ai été emprisonné pour m'être battu dans un stade. Et 12 mois plus tard, voir le Heysel à la télévision, c'était horrible. C'est difficile à décrire. J'avais les tripes nouées. Quelle tragédie humaine. Ce soir, Liverpool joue contre la Juventus. Pour la première fois depuis cette terrible soirée en Belgique, au stade du Heysel. Cela fait presque 20 ans. Et pour montrer mon respect à ceux qui ont perdu des êtres aimés, ce jour-là, 39 personnes sont mortes. Comment le hooliganisme peut-il valoir ça? C'est absurde. Complètement absurde. Et je porte du noir aujourd'hui, pour montrer mon respect pour ceux qui ont perdu leur vie au stade du Heysel. Je pense que le hooliganisme touche à sa fin. J'espère que ça finira par s'éteindre, qu'il va finir par mourir. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait être écrit sur la pierre tombale du hooliganisme? Repose ici et maintenant en paix, et je t'en prie, ne ressuscite jamais.
Voilà, c'était Putain de hooligan, image Laurent Ferrari, montage Catherine Lopez. Ce film est signé Christophe Weber. Dans 40 minutes environ, je vous donne rendez-vous pour un débat avec Abdelatif Benazi, Gernot Rohr et Darren Tulette. Mais avant, deuxième film. Autant les supporters du foot ont mauvaise réputation, autant ceux du rugby inspirent le respect. Autant ceux du ballon rond soulèvent parfois des hauts-le-cœur, autant ceux du ballon ovale donnent envie de faire la fête avec eux. Alors pourquoi? Pourquoi le foot, sport de gentleman, est-il fourvoyé par des voyous? Et pourquoi le rugby, sport de voyous, est-il supporté par des gentlemen? Bref, pourquoi deux sports aussi populaires, du moins en Europe, fabriquent-ils des fans aussi dissemblables? Eh bien, c'est pour tenter de percer cette énigme que nous avons suivi des supporters français et irlandais. Et pour être un peu plus précis, des supportrices, car c'est un aspect qui en dit long. Peut-être au rugby, les supportrices sont souvent de la fête. Voici donc Rugby Attitude. C'est un film inédit produit par Doc en Stock pour Arte. Il est signé Claire de Navarre. Regardez. Ils sont supporters du BOPB, le Biarritz Olympique Pays Basque. Le terrain, ça va être un terrain de mer, là, apparemment. Tous sont passionnés de rugby et Christine est l'un des piliers. Je suis supportrice du rugby depuis, je devais avoir 15 ans. 15 ans, j'ai commencé le rugby avec mon père. J'ai beaucoup aimé la mentalité qu'il y avait dans le stade, l'ambiance. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de femmes, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui suivaient le rugby. Les hommes y allaient plutôt tout seuls ou avec leurs fils. Mais l'ambiance m'a tout de suite beaucoup plu. La mentalité, surtout. Tant qu'on bat le BO, quand les mecs, ils étaient... Pour eux, le rugby, c'est plus qu'un sport. Une réelle façon d'être, de se comporter. Nous, on est pour Biarritz, on est contre personne. Biarritz, sur la côte basque. Ici, dans le sud-ouest, le rugby, on n'y échappe pas. Fiers de leur région, les Basques ont totalement assimilé les valeurs incarnées par ce sport. Pour ces supporters, le rugby, c'est un véritable art de vivre qui se transmet de père en fils. À Paris, ça peut peut-être pas se comprendre, parce qu'il y a Paris, c'est un gros truc, hein, et chez nous, il y a des petits villages, des petites villes, et Biarritz et Bayonne, c'est quand même deux petits villages à la limite qui se rencontrent, et c'est encore la fierté des clochers qui existent. C'est le rugby à l'ancienne. C'est le rugby à l'ancienne, voilà. À 8 km de Biarritz, la bourgeoise, Bayonne, la populaire. La rivalité entre les deux villes est ancienne et s'exprime à travers le rugby. Aujourd'hui, Bayonne reçoit Biarritz. C'est le derby basque, l'occasion pour les deux villes d'en découdre. Francis est président du club des supporters de l'Aviron bayonnais, l'équipe de rugby de la ville. Être supporter du rugby à l'Aviron, c'est s'identifier à sa ville. Et quand on voit avec ce temps, le monde, le marché, l'engouement qu'il y a, parce que tous les commerces sont décorés en bleu et blanc, on se dit qu'il se passe quelque chose. Et sitôt la montée en poche l'année dernière, au mois de juin à Périgueux, les gens ne parlaient que de ça, le derby Bayonne-Biarritz. Gagner un Bayonne-Biarritz, c'est très important, c'est une question de fierté, d'honneur, c'est le maillot qui est en jeu là. Là, c'est le maillot qui est en jeu là.
Quelques heures avant le coup d'envoi, les Bayonnais ont organisé un grand repas. Une dizaine de supporters de Biarritz, dont Christine, ont accepté l'invitation de Francis. Noyés dans la vague bleue, les Rouges font pour le moment profil bas. C'est toute l'année qu'on se titille, entre guillemets, mais ça reste dans le bon esprit parce qu'on vit ensemble. On vit ensemble. Personnellement, je travaille avec un biarro et ça se passe très bien. Le lundi matin, on se charme un petit peu par rapport aux résultats, puis c'est fini. À part les verres qui vont déborder, il n'y aura pas d'autres débordements. Tout va se faire dans la convivialité, dans le bon esprit. Il y aura du chambrage, il y aura des paroles en l'air, mais non, il n'y aura pas de débordement. Dans les tribunes, il n'y aura rien. Le stade de Bayonne est plein comme un œuf. Les 13 000 places ont été vendues depuis belle lurette. Des tribunes d'appoint ont même été rajoutées. Christine et Marie sont mélangées aux supporters bayonnais. Pour moi, c'est pas nos joueurs, c'est nos garçons. Parce que c'est vrai que beaucoup pourraient être mes fils. Certains pourraient être mes frères, mes petits frères. Donc pour moi, de toute façon, pour moi, c'est une famille. C'est plus maternel, c'est plus être derrière, les soutenir quand ça va pas, être là. Biarritz s'impose, logiquement, 41-16. Avec sa pléiade d'internationaux, le BO est en effet l'un des plus gros budgets du championnat. Le terrain est gentiment envahi par les supporters des deux équipes. Malgré tout, la pâtée est difficile à digérer pour les Bleus. Mais hormis quelques noms d'oiseaux, il n'y aura pas de réels incidents. Il y a des cons rouges et des cons bleus. On est là pour faire la fête, c'est tout. Toi, on s'entend bien quand même. Tu nous emmènes ou pas? Oui, allez, on a soif. Non, tu viens? On ne voit pas dans les tribunes de groupes se taper dessus. Ça n'existe pas, quoi. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Je te dis, bon, un petit coup, une bousculade, des injures, ça, oui, des injures, il y en a partout, mais pas la bagarre comme on voit malheureusement dans d'autres sports. C'est à nous, les anciens, un petit peu les freiner, leur dire qu'on peut s'exprimer sans être obligé d'être vulgaire ou d'insulter celui qui est en face ou le supporter qui est à côté. Et que moins tu seras vulgaire, moins celui qui est à côté le sera. C'est très familial, le rugby. On voit des familles avec les femmes, enfants, petits, tout petits. C'est ça que j'aime aussi, quoi. Fais pas maintenant, tu nargues pas, s'il te plaît, Marie. Parce qu'on aurait perdu, tu aurais la... Après le match, il y a toujours un verre, il y a toujours le pot de l'amitié ensemble. On boit un verre avant, après, on discute. Je ne vois pas un club de supporters de foot aller, après le match, manger ou boire un verre avec l'équipe adverse, avec les supporters adverses. Retour à Biarritz, au club house du BO, pour l'inévitable troisième mi-temps. Joueurs et supporters se retrouvent et refont le match. On a des grands joueurs, mais je veux dire, ils ne se la jouent pas star. Ils restent très très simples. Et ça, c'est du bonheur. Un joueur qui a, par exemple, l'envergure de Serge Betsen, qui est connu dans le monde entier et qui passe à côté de toi, qui te fait la bise, qui te dit « Salut Christine, tu vas bien ?» Ben, voilà. L'homme du jour, Philippe Bidabé, est lié au BO.
Nous, nos supporters, je ne vais pas dire qu'on les connaît tous, mais je peux dire ça, mais la plupart, on leur serre la main, on leur fait la bise aux dames qui viennent nous voir. Je veux dire, on les connaît pratiquement tous, on fait la fête ensemble et tout. C'est ce côté convivial qu'a le rugby, quoi. Depuis 3 ans, nos aficionados ont monté un club de supporters, AOPA BO. Allez le BO en basque. Tous sont bénévoles. Aujourd'hui, ils sont réunis pour préparer le quart de finale de Coupe d'Europe. Biarritz reçoit l'équipe irlandaise du Munster. Le match se déroulera à Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol. Problème du jour, le choix des places dans les tribunes. Et que nous on est là, on est morts. Parce que on ne nous verra pas à la télé, on ne nous entendra pas. Et on fait la fête, c'est ça. Il y a 10 000 qui chantent dans l'axe du terrain. On peut être 10 000 là. Non, ouais. Nous on n'en a rien à foutre dans le salon. Nous on les supporte. Chacun ses merdes. Bien sûr. J'écris ce qu'on me dit. C'est ça, 35, non, mais non, déjà nous, combien on veut. Fred, 12. Marie me dit de temps en temps, il faudrait un petit peu que tu prennes du recul, il faudrait que tu... Mais bon, c'est vrai que je suis une passionnée, donc si je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc soit je le fais pas du tout, soit je le fais à fond. Je suis incapable de faire quelque chose à moitié. Mais non, m'arrêter, ça me prendrait la tête de m'arrêter. Je pourrais pas. Je pourrais pas me lever en me disant aujourd'hui je vais pas au BO ou aujourd'hui je pense pas ou je vais pas sur Internet, je vais pas voir le forum. Ou... J'en serais incapable. On est parti en vacances il y a pas longtemps. Pourtant on était à quelques milliers de kilomètres, mais il fallait que je sois sûre qu'il y ait un site Internet. Et mon mari partait prendre sa douche et moi vite fait j'allais voir s'il y avait des nouveautés, des nouvelles, s'il y avait quelque chose, un problème. Il faudrait peut-être de temps en temps couper un peu. Oublier, couper le téléphone, plus parler d'AOPA BO, voilà. Mais bon, ça arrivera. Là, c'est des sommets, là, c'est des matchs importants qui arrivent, donc la fin de la saison approche. Donc, comme je disais avant, ça va monter crescendo, quoi. C'est rare que j'accepte un repas un jour de match. C'est même impensable, quoi. C'est impensable. Enfin, je vais peut-être me calmer quand je vais être grand-mère, parce que je vais être grand-mère dans quelques mois, donc ça va peut-être me calmer un petit peu, mais je pense pas. Je pense que ce sera plutôt l'inverse. Je vais emmener mon petit-fils ou ma petite-fille accrochés à moi au match. Pour supporter les supporters, c'est vrai. C'est la vie, c'est une passion, quoi. Une passion qui se vit chaque week-end avec les matchs amateurs. C'est le rugby de village. 15 copains qui s'engagent totalement pour défendre leur territoire. À la charnière, Anthony est demi de mêlée. Ce que je retrouve dans ce sport-là, c'est déjà le fait de partager des choses avec les copains. C'est déjà c'est fondamental, quoi, parce que sinon j'y serais jamais allé. Puis après dans le jeu en lui-même, on retrouve des valeurs vraiment importantes comme la solidarité, le combat, l'amour du maillot. C'est des qualités qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. La solidarité, on en a besoin tout le temps. Donc c'est vrai que ça retrace un peu la vie, quoi. C'est vrai que les mêmes valeurs, on les retrouve dans la vie et dans le rugby. Donc moi, je me retrouve bien, j'y suis bien. Membre de l'équipe de France dans les années 60, ancien journaliste, Pierre Albaladejo, dit Monsieur Drop, connaît mieux que personne l'histoire du rugby. Au départ, c'était un sport que l'on pratiquait dans les universités. La preuve, le rugby est né au lycée, au collège de rugby. Ça se jouait au pied, au foot, il jouait au football, jusqu'au moment où il y en a un qui a désobéi, il en avait marre, il s'est baissé, il a pris le ballon, les gars étaient sidérés, il a couru, il est allé le déposer derrière une ligne, et c'est comme ça qu'était né le rugby. Sport de combat, dont la violence est inscrite dans les règles, les joueurs ont naturellement le goût de la castagne. Quand on prend ce jeu de rugby, qui est un jeu difficile, dur, c'est un jeu d'hommes, où le contact est autorisé. C'est même une des forces. Donc on peut considérer qu'avec le football américain, les deux seuls sports au monde où l'essence est le contact, l'engagement physique, pour pratiquer ces jeux-là, il faut des hommes d'exception, des hommes qui arrivent à développer l'instinct de conservation au maximum
et qui aussi arrive avec une maîtrise de soi. Ça, c'est quand même la plus belle des choses. Le sport, d'ailleurs, doit être une école de la maîtrise de soi, y compris dans le langage, y compris dans l'action. Moi, j'ai connu des semi-voyous, pas des voyous, des semi-voyous qu'on a amenés vers le jeu de rugby. Eh bien, le mec, costaud, tout costaud qu'il était, tout brutal qu'il était, se faire foutre sur le cul par un gars qui est 2 fois moins costaud que lui, ça lui posait un problème, quand même. Et le mec, il rentrait dans le rang. C'est viril, c'est un sport d'homme. Tu sais que si le gars il reste par terre, c'est qu'il a mal. C'est pas parce qu'on lui a fichu un petit tacle par derrière et qu'il veut rester un quart d'heure à se faire plaindre. On sait qu'un gars qui est touché, qui est par terre, c'est que c'est sérieux. Et c'est ça que j'aime. Moi, j'ai vu Rive il y a des années, finir son match, il avait la tête en sang, quoi. Et lui qui était tout blond, il avait les cheveux, ils étaient tout rouges, quoi. Il a fini son match comme ça. On écarte. La tête haute, je veux pas voir de tête baissée. Sur un terrain, on rentre la tête haute et on sort la tête haute. Allez, Léo. Allez, Léo. Voilà. Léo. On va le chercher. En bas, on plaque. Entraînement des poussins à Biarritz. Jean-Jacques est éducateur. Car au rugby, on ne parle pas d'entraîneur aux plus jeunes. Ce sont d'abord les valeurs éducatives de ce sport que l'on apprend. Le but, c'est d'écarter le maximum, de faire jouer avec tes copains, ils sont tous là, regarde. Pourquoi tu joues tout seul? D'accord? Joue avec tes copains. L'équipe, on l'a fait gagner avec les copains. C'est pas toi tout seul qui va faire gagner l'équipe. L'esprit d'équipe, c'est une chose très importante. J'y tiens beaucoup, à tous les niveaux, que ça ne s'arrête pas avant ou après l'entraînement, c'est tous les jours. Je sais que les gamins, quand ils se voient en dehors de l'école de rugby, c'est l'équipe, c'est les copains avant tout. Et un entraînement, ça ne s'arrête pas au coup de sifflet. On va à la douche, on prend la douche ensemble, on chante sous la douche ensemble, on part en déplacement ensemble tout en rigolant. Ça fait partie d'un tout. Stop! Tristan, si tu veux faire le compte, tu vas faire un tour là-bas. Faut nous écouter. On dit que c'est l'école de la vie, le rugby. 9 fois sur 10, sur un terrain de rugby, quand on voit un enfant au bout de 2-3 ans, on le voit jouer, on voit un petit peu comme il est dans la vie. On le voit s'il est volontaire, s'il laisse faire le travail à son copain. Rugby, c'est un sport d'équipe. Hein. Vraiment, c'est 15 copains qui jouent, qui se battent pour le ballon, qui transpirent. C'est une source d'amitié inépuisable, je trouve. France Bleu, esprit d'équipe. Attention, le drop de la rague à 43 mètres, un ballon qui touche la barre et qui passe dessous. Bonsoir, esprit d'équipe spécial H-Cup, spécial quart de finale avec bien sûr plus particulièrement ce match qui nous intéresse et mobilise tout le Pays Basque. BO Munster. Ce quart de finale disputé à Anoeta est un événement, une première en Espagne. Saint-Sébastien voit débarquer depuis hier des supporters du Munster. On en attend 8000 dimanche. Gérard Durquier, président d'AOPA BO, et Christine Hippolyte, vice-présidente de l'association des supporters du BO, sont avec nous ce soir. C'est la première fois que AOPA BO se mobilise ainsi à une aussi grande échelle pour un tel événement, Christine? On est dans un grand stade, c'est vrai qu'on a été déjà à Bordeaux, on était à Toulouse, mais là oui, c'est une grosse mobilisation des supporters d'AOPA BO et de tous les supporters du Biarritz Olympique, bien sûr. Vous, vos pronostics, Gérard et Christine? Mais écoutez, moi, en ce qui me concerne, je dis 31-17 pour le BO. Carrément? Carrément. Pas de détails. Vous, Christine? 28-16. 28 pour le BO. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Eh ben, bien sûr. Dès le vendredi matin, les Irlandais débarquent à Biarritz. Fidèles à leur réputation de meilleurs supporters du monde, les fans du Munster se sont déplacés en nombre. Tony, président du club des supporters du Munster. Ma première impression, c'est que c'est une très jolie ville, très sympa, il y a des bons bars, et puis ce char coloré qui fait le tour de la ville, on va bien s'amuser. À l'aéroport, on avait sorti les drapeaux pour faire des photos et les chauffeurs de taxi se sont mis à chanter à la gloire du BO. Alors on a chanté pour Munster. C'était marrant. C'est notre façon de supporter. T'es là pour le week-end, c'est pour t'amuser. Il n'y a pas besoin de police, pas besoin de contrôle, pas besoin de stadier, vous savez, pour la sécurité. D'ailleurs, s'il n'y a pas de stadier pour le match dimanche, il n'y aura pas de problème. S'il y a des problèmes dimanche, ce sera à cause des stadiers ou de la police. Personne d'autre.
La vague irlandaise a déferlé sur Biarritz. Environ 10 000 supporters ont investi le Pays Basque. Audrey et Paula ont prévu de rester 3 jours dans la région. Au programme, fêtes et matchs. Les clubs de rugby apprécient quand des femmes s'impliquent dans le rugby. Ceux avec lesquels j'ai travaillé, ils adoraient que les femmes s'investissent. Ils me disaient toujours, comme j'étais très active, « Audrey, tu peux ramener d'autres femmes ?» Je pense que les clubs veulent que les familles s'impliquent beaucoup. C'est un sport sûr, tu comprends ? Une fois, j'ai été à un match de foot en Angleterre. C'était un match de Première Ligue et je supportais Arsenal. Dans le pub, les supporters étaient séparés. Tu es pour quelle équipe ? Arsenal. Bon, alors tu vas là. Et les supporters de l'autre équipe étaient dans l'autre partie du pub. Ils ne se mélangent jamais. Quand j'emmenais mes fils jouer au foot, certains parents qui venaient au match supporter leurs enfants étaient très cons. Ils disaient des choses vraiment horribles, vous savez. Tu dois être discret, faire attention à ce que tu dis, parce qu'il y a d'autres supporters autour de toi. Pendant un match de rugby, tu as un Anglais à côté de toi, ou un Gallois, ou même un Français. Et ça ne pose pas de problème. Mais tu sais, pas dans le foot irlandais, mais dans le foot anglais, et parfois en Irlande du Nord, tu ressens la violence, l'intimidation. La pire expérience que j'ai eue, c'était à une finale de la Coupe d'Irlande du Nord. 2 équipes, l'une protestante et l'autre catholique. C'était une atmosphère effrayante. Et on se disait, oh mon Dieu, j'espère que je pourrai rentrer chez moi sans me faire tuer. Les fauteuils, ils arrivent toujours avec la bombe lacrymogène et tout. Il a lancé, comment ça s'appelle là, celui qui pue là ? Les fumigènes. Les fumigènes, voilà. Et aussi, il y en a un, sur un arbitre, ça fait longtemps, il a jeté un caillou et il saignait l'arbitre. Et Barthez aussi, il crache sur les arbitres. Il a craché sur l'arbitre, il est symbolique. Lors d'un match amical opposant l'équipe de Casablanca à l'OM, le célèbre gardien de l'équipe de France, Fabien Barthez, s'en est pris à l'arbitre marocain et lui a craché dessus. Quelques jours plus tard, il justifiait son geste à la télévision. Quand j'étais gosse, j'étais gardien de but. Partout où il y avait du football, j'adorais ça. Donc, je ne pouvais adorer que le jeu du joueur Barthez. Mais quand je le vois s'exprimer comme il le fait, après avoir l'incident qu'il a créé lui-même, où il vient à la télé pour dire « Oui, après tout, si je lui ai craché dessus, c'est pas que j'avais envie de le faire, et puis je n'ai rien à foutre, il n'y a pas eu de mort. Alors à partir de là, marchons comme ça, quoi. » C'est ahurissant, ahurissant. L'arbitre est un homme comme le joueur est un homme. Si on ne respecte pas la hiérarchie dans le sport, on va à la catastrophe. On ne me parle pas de l'homme. Mais le champion, oui. C'est un homme que non, je peux pas adhérer, loin de là, non. Qui dégage, que l'homme dégage. C'est un sport de tafiole. Pour les filles, ça pue. Sport de manchot. Pousseur de citrouille. Au rugby, j'ai l'impression qu'on respecte mieux les décisions de l'arbitre. Il peut se tromper, mais c'est lui qui siffle et qui prend les décisions. Et on fait avec. On grandit avec ses principes, on observe les adultes, on regarde leurs matchs, et comme ils acceptent les décisions de l'arbitre, on se dit que c'est ce qu'il faut faire. Tandis qu'au foot, tu vois le public siffler l'arbitre, tous les joueurs s'en prendre à lui, et tout le monde les y encourage. Et quand tu es gamin, tu te dis que c'est ce qu'il faut faire pour être populaire. L'arbitre, c'est comme le vent et la pluie. Il fait partie du jeu, il faut faire avec. L'arbitre de rugby a un arsenal répressif plus important qu'au football, notamment pour toute contestation de décision, donc il y a une pénalité qui peut être reportée 10 mètres plus loin et qui donc peut scorer. Donc le joueur prend une lourde responsabilité chaque fois qu'il se permet de contester une décision. Cependant, le rugby reste un sport violent. Les joueurs sont souvent sur le fil du rasoir et les dérapages fréquents. Le joueur est quelqu'un qui, par moments, peut perdre un peu de sa lucidité et peut devenir autre chose qu'il est dans la vie. Bon, mais celui qui n'a pas ce droit-là, c'est le dirigeant. C'est le dirigeant. Et le dirigeant qu'emboîte systématiquement, ou 90%,
Il emboîte le pas du joueur. Ah non, 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 ça c'est minable, c'est nul ça. C'est nul. Ça n'est pas capable, quand on est dirigeant, dans le vestiaire, de dire à un joueur, écoute, ça fait 2 fois que les arbitres te reprennent, 2 fois que tu as des cartons, excuse-nous, la prochaine fois, c'est nous qui allons te punir. Ça, je voudrais l'entendre dire. À quelques jours du match, en plein week-end de Pâques, Christine, accompagnée de quelques supporters du BO, sont de corvée et gonflent les tchoun-tchoun. Et combien on a fait de cartons, là? Il y en avait 20, c'est ça? On a tous attaqué le deuxième. C'est tout, on n'en a fait que 4. On est un petit groupe là et on a 10 000 comme ça, tu vois, parce qu'après on va gonfler, on va taper comme ça. Et on va essayer de mettre de l'ambiance à Saint-Sébastien pour pousser nos garçons. Alors voilà, il faut de la main-d'œuvre et on gonfle. Ça va nous prendre au moins 3 jours, hein, facilement. C'est un sponsor qui nous a aidés, qui nous les offre. De même que le tifo géant qui va être déplié le jour du match et qui va faire 1000 mètres carrés. On a nos garçons qui sont bons sur le terrain, il faut qu'on soit bon derrière, quoi. Alors on pousse. On pousse et on est là. Pour la venue des supporters du Münster à Biarritz, le fronton où l'on joue d'habitude à la pelote basque a été transformé en salle des fêtes. Fair play, les Irlandais affichent les insignes du Biarritz olympique. Chacun tente de deviner ce que l'autre manigance pour le match. Pour nos supporters, la question centrale est de savoir qui fera le plus de bruit dans le stade à Saint-Sébastien. Rencontre au sommet entre Tony et Christine. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm good. Where are your tontons? No, not here. Surprise. Surprise. 10,000 tontons. Surprise. You see tomorrow. Oh, the tiger! What's that? 100. 10,000. We make more noise. You are joking. Oh, I'm dead serious. We'll find out tomorrow. Yes, we'll see tomorrow. We'll make more noise though. No. I'll tell you what, you make more noise, we win the match. Fair enough? Provocation sympathique entre Christine et Tony. Si cet état d'esprit est la règle au rugby, est-il imaginable dans le monde du foot? Le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen et le foot est un sport de gentlemen pratiqué par des voyous. Mais je ne sais pas s'il y a que ça. Je pense qu'il y a d'autres facteurs. Il y a des millions de supporters au foot. Et quand tu as des millions de gens, tu as forcément des cons dans le lot. Et ces cons utilisent le foot comme prétexte. Et s'il n'avait pas le foot, je suis sûre qu'il trouverait autre chose. Je crois qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Hein. Bon, le foot, c'est un sport vraiment mondial avec des enjeux colossaux que ne connaît pas le rugby. Autant le foot, c'est le sport des grandes villes, des grandes métropoles, c'est le sport de masse. Autant le rugby touche davantage les villes moyennes, les villes plus tempérées, on va dire. Moi, je crois beaucoup à l'influence du milieu, hein, et qu'on ne se méprenne pas. Hein, le rugby n'attire pas les couches favorisées, mais je dis, elle attire des couches stabilisées. Le spectateur de rugby est quelqu'un de bien intégré dans sa ville, qui aime le rugby, qui aime le sport, qui veut voir du beau jeu. Alors que le supporter de football vient voir son équipe gagner, vient voir un combat un petit peu qui dépasse le sport en lui-même, qui dépasse le jeu de football en lui-même. C'est un sport tellement dur, tellement rude que le supporter est admiratif de tout cela et vient là pour passer un bon temps, un bon moment et voir du spectacle. Et donc on n'a pas le temps de chamailler l'autre ou l'adversaire. À 48 heures du jour J, nos supporters biarros sont dans la panade. Les 10 000 tchoun-tchoun se dégonflent. Les premiers avaient l'air d'avoir tenu, mais je pense que ce dimanche et lundi, on n'a pas tenu. Quoi. On a gonflé 4000 paires, si tu veux. Et sur les 4000 paires, tu as 2000 paires qui sont dégonflées. On va dire qu'il y en a 10 000 si on se retrouve à
C'est ça. 5000. Alors on va se speeder, il va falloir se speeder vendredi après-midi, il va falloir trouver 12 personnes, au moins 12. Et après les tchoun-tchoun, c'est avec le drapeau de 1000 mètres carrés que nos supporters doivent en découdre. Les Forçats d'Aopabeo ne comptent plus les heures passées à préparer ce match. Vos femmes, elles vous feront frapper. Vous ne pliez pas les draps à la maison. Donne-moi un coup de main, chérie, je ferai ça. À mon avis. Et on se fait chier avec un drap à 50 mètres. Nous, supporters, on n'est rien. Vis-à-vis de la Ligue, on n'est rien. Dans les décisions qui se prennent, on n'a pas notre mot à dire. On ne nous demande pas, bon, vous les supporters, est-ce que vous voulez qu'un tel vienne jouer chez nous? On est abonné, donc on suit notre club, on est là toute l'année, on est derrière, on dépense beaucoup d'argent, parce qu'il ne faut pas croire, mais un supporter dépense de l'argent quand il supporte son club, parce qu'il y a déjà les tenues qui ne sont pas données, il y a les déplacements, il y a l'abonnement. C'est bon, c'était pour voir si tu suivais. On est en train de dépiler le drapeau et c'est le bordel. Hein. Il y a une scission qui est anormale entre ceux qui dirigent une équipe et ceux qui la supportent. Vu par certains dirigeants, les minables sont dans les tribunes et eux, c'est des types intouchables, ils sont formidables. Non, ils ne sont pas formidables, ils ont des responsabilités, il faut qu'ils sachent les assumer. Et je pense que là, il faut y emmener le gros noyau de supporters, ceux qui prennent de l'eau sur la tête, qui paient leur abonnement. Il faut les prendre plus en considération. Dernier entraînement du BO avant la rencontre. Ces joueurs sont payés pour jouer à plein temps. Sport amateur, le rugby est devenu professionnel en 1995. Aujourd'hui, sponsors et médias sont de plus en plus présents. Cette starisation des joueurs va-t-elle entraîner le rugby vers les mêmes dérives que le foot? C'est vrai qu'il y a une constellation de stars, quoi, de professionnels. Il y a des internationaux de partout. Bon, comme disent certains, c'est presque l'équipe de France. Bon, mais en rugby, il faut se battre devant pour avoir un ballon et pour le donner derrière. Il suffit qu'il y ait 2 ou 3 qui ne font pas le jeu et c'est fini. Le football, c'est pas du tout la même chose. Par rapport à d'autres clubs que je ne citerai pas, qui achètent les joueurs, ils s'en sortent jamais. Pour avoir une valeur marchande, il faut être bon sur le terrain. Et pour être bon, il faut être solidaire avec les autres. Si on est individualiste, on s'en sort pas. Acheter des joueurs est un mot qui était banni dans le rugby. On y est venu, on y est, à tel point que les équipes, les grandes équipes, il est rare qu'il y ait un gars de la localité qui joue dans cette équipe. Là aussi, philosophiquement, les choses ont changé. Les uns disent qu'elles ont évolué, les autres vous diront que ça s'est dégradé. Moi, qui ai vécu une carrière d'amateur, de pur amateur, on se tenait mal, vous ne pouvez pas savoir, mais pas mal dans la vie, hein, mais les nions, on se foutait, l'arbitre, le dos tourné, tout ce qui pouvait se passer. La vérité, elle est où? La vérité, elle est dans le jeu. C'est le terrain qui donne la vérité. Et là, quand on parle justement d'éthique, du respect dans le jeu, là, je tire mon chapeau, je le redis, le professionnalisme en rugby est une réussite parfaite dans la tenue des joueurs. 24 heures avant le coup d'envoi. Quelle équipe sera la plus affûtée? Quelle première ligne? Quelle mêlée sera intimidée et faire reculer l'adversaire? À qui le rebond sera-t-il favorable? Biarritz est favori, mais c'est 15 mecs contre 15 mecs. On est arrivé jusque-là, on va continuer, et on est 10 000 pour ça. Basques et Irlandais envahissent les bars de Biarritz. Le cochon est dans le maïs. Ce bar va faire sa meilleure recette de toute l'année. Il y a beaucoup de gens qui boivent, mais il n'y a pas d'agression. C'est que de la rigolade. Des chants et des danses dans la rue. C'est ça être supporter de rugby. C'est ça être supporter du Munster. En Angleterre, on assiste en rugby à des leçons de sportivité formidables. Aller à Dublin, dans un stade comble, et ne pas regarder le jeu, écouter les gens. Mais les gens, ils se défoncent pour les leurs, ils encouragent les leurs à bloc,
Ils ont un respect pour le visiteur formidable. Il y a 2 ans à Dublin, je me souviens du Français qui va tenter une pénalité, la première pénalité du match. Bon, il y a 5 spectateurs, peut-être ou 6, qui ont sifflé ou ont manifesté. Bon, et bien, j'ai entendu que quelqu'un ouvrait le micro, on entend sur les haut-parleurs, clac, clac, et le gars dit « Please, pas ça ici. Hein. » C'est tout ce qu'il a dit. Oh, tout s'est arrêté, et pendant tout le match, il y a eu un respect des buteurs, quels qu'ils soient, formidable. À Munster et dans quelques autres clubs aussi, mais en particulier à Munster, on a une tradition, on ne siffle pas. Et je pense que c'est une bonne tradition. On respecte le tireur. Les supporters français sifflent, crient, tapent sur leur tambour. Mais c'est ok, c'est leur tradition. Ça pose pas de problème. Je pense pas que ce soit très respectueux, mais c'est leur tradition. Mais demain, quand Yashvili s'apprêtera à tirer, s'il y a du bruit dans le stade, ce seront les Basques, pas les supporters du Munster. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, à la tête. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. 8h du matin, c'est le grand jour. Direction Saint-Sébastien et son mythique stade d'Anoeta. Regardez ce troupeau qui arrive là. À pied là-bas qui arrive, tu vois. L'avant-match, c'est les nerfs, le stress et voilà quoi. Non. Après oui, une fois dans le stade ça va aller, mais c'est tout l'avant-match. Là, 1 heure, 2 heures avant, c'est terrible quoi. C'est le sport, c'est l'enjeu, c'est l'envie de gagner. Ouais, c'est ça. Envie de gagner sûrement. T'as vu, on les a gonflés, on les a en main maintenant. On s'est donné assez de mal, hein, 1 semaine, gonflés, redégonflés, regonflés. Ça y est, on les a là. Là, on va faire du bruit maintenant. « 15 000 biarros, 10 000 Irlandais et quelques milliers de supporters espagnols venus encourager les Basques. Le rugby a définitivement le vent en poupe. Chocolate. Je sais que les Irlandais, et en plus le Master est réputé pour être une équipe de supporters très très vaillante, mais on va l'être aussi parce qu'il faut que nos joueurs soient fiers de nous. On est fiers d'eux, ils nous donnent plein de choses à nous à leur rendre et puis à les pousser un maximum sur le terrain. Qui mettra le feu dans les tribunes? Quels seront les plus vaillants supporters? Irlandais ou basques? Peinture sur le visage,
Tambour, drapeau, tout est bon pour intimider le clan adverse. Les deux tribus sont prêtes pour le combat final. On va gagner cette coupe, tu sais. Pour l'instant, Biarritz mène la partie. Pénalité en faveur des Irlandais. Au coup de sifflet final, victoire du BO, 19-10. L'aventure européenne continue pour les Basques. On reviendra. C'était un bon voyage en Espagne, mais je suis très déçu. Le supporter de rugby gardera toujours sa mentalité. Je veux dire, moi, je ne me vois pas du jour au lendemain devenir une hooligan parce que ça évolue d'une façon où je n'ai pas envie que ça évolue. Je veux dire, on a quand même une mentalité qui fait que, bon, ben, on a une valeur et elle reste bien ancrée, quoi. Je ne suis pas inquiète. Je pense que nos enfants, nos petits-enfants vont continuer à faire ce que nous, on a fait jusqu'à présent. Voilà, c'était donc Rugby Attitude. Les images étaient de Franck Guérin, de Xavier Marie-Bonneau, montage Annie Dancher. Ce film est signé Claire de Navarre. Alors avec nous sur ce plateau, trois invités, Abdelatif Benazi, Darren Tulette et Gernot Rohr, excusez-moi. Abdelatif Benazi, si je vous dis que vous êtes une légende vivante, vous le prendrez pas mal. Vous êtes une légende vivante du rugby français. Je rappelle que vous avez gagné un grand chelem, vous avez été capitaine de l'équipe de France, vous avez 72 sélections, vous avez joué 3 Coupes du Monde, bref. Un parcours exceptionnel au rugby. Vous êtes maintenant membre du Haut Conseil à l'intégration. Une question un peu comme ça anodine après ce film. On a vu beaucoup de supportrices. On n'en voyait pas dans le foot. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'en fait, il y a des femmes dans le rugby parce que les supporters sont sympas ou les supporters sont sympas parce qu'il y a des femmes? Non, il y a des femmes parce que d'abord, c'est un esprit de famille. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Tout à l'heure, quelqu'un disait dans le reportage que c'est un sport qui consiste à être dans les petits villages où tout le monde se connaît, des villes moyennes, et encore les gens qui vont au stade, c'est des connaisseurs, c'est des supporters qui ont envie de passer un bon moment, et au bout d'un certain temps, les gens se connaissent. Donc le supporter de rugby ou le joueur de rugby, dans sa ville, il est connu. Donc c'est pour ça qu'il y a un climat de confiance qui règne, et tout le monde est à l'aise, et puis il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des familles, il peut y avoir des papis ou des mamies, il n'y a aucun souci. Au contraire, il y a même une protection dans les tribunes pour savoir s'il y a une femme qui passe devant ou un vieux, etc. Mais il ne faut pas comparer avec le foot parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas un sport planétaire. Vous allez dire pas encore là, j'espère que vous ne le serez jamais. Darren Tulette, pas beaucoup de femmes dans le film précédent, pas beaucoup de femmes dans les supporters du football. En Grande-Bretagne, j'imagine que c'est pareil. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce qu'on a vu dans les deux films, c'est des images complètement différentes de ces deux sports. On s'est concentré sur les hooligans. Là, évidemment, on n'a pas vu beaucoup de femmes, et bien heureusement. Mais si vous allez dans un stade de foot en Angleterre aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes et beaucoup de familles. Je reviens
Je suis revenu récemment d'un match à Chelsea où j'ai rencontré une femme dans un pub juste avant un match. C'était pour un petit reportage pour Canal. Et là, cette femme m'a raconté comme quoi elle est allée voir cette équipe de Chelsea pendant 15 ans sans jamais rater un match avec son mari et que quand elle pouvait, elle ramenait ses enfants aussi. Donc il y a un esprit de famille aussi. Est-ce qu'elle parle du foot de la même façon que les hommes? Je dois dire que sa passion était aussi forte que celui de son mari, oui, tout à fait. Mais elle avait même un tatouage sur le bras avec Chelsea, là, dans un petit cœur. C'était impressionnant. Gernot Rohr, tout le monde connaît aussi votre parcours. Vous avez été joueur à Bordeaux, à Bayern de Munich. Vous avez entraîné le Grand Bordeaux, celui-là même qui a gagné la Coupe de France, le Championnat de France. Vous venez de l'OGC Nice aujourd'hui. Donc, parcours exceptionnel. Vous aussi. Quand vous voyez ce film sur le rugby, est-ce que vous enviez les rugbyman d'avoir des supporters comme ça ou pas? Oui et non. Oui, parce que dans le football, c'est vrai, les choses se passent de façon un peu turbulente parfois. Mais non, parce que dans le football, il y a beaucoup d'ambiance et nous avons beaucoup plus de supporters que le rugby. Dans le club où j'ai longtemps été, au FC Bordeaux, on retrouve cette atmosphère bon enfant du Pays Basque dans le stade. Dans le football aussi, il y a de bons supporters. C'est vrai qu'à Bordeaux, on ne trouve pas ni de phénomène de hooliganisme, évidemment, ni même de phénomène ultra, si je ne m'abuse, non? Oui, les supporters de Bordeaux sont bons. Ils sont bons en ce sens qu'ils supportent, qu'ils soutiennent, qu'ils défendent leur équipe, bruyamment même, mais sans jamais s'adonner à la violence, comme ces supporters qu'on a vus dans votre reportage. Et nous avions la chance à Bordeaux, mais aussi à Nice, où je viens de passer 4 ans, nous avions la chance d'avoir des supporters au sang chaud, certes, particulièrement à Nice, mais il y a rarement des incidents. Abdelatif Benazi, on aimerait avoir votre sentiment, celui d'un rugbyman exemplaire, même si on reviendra. Vous avez été expulsé une fois, la première fois que vous avez joué en équipe de France, je crois. Sélection. Et plus jamais après, évidemment. Et on aimerait avoir votre sentiment, donc celui, je disais, de rugbyman exemplaire, sur ce premier film, sur les hooligans. Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous comprenez quelque chose, grand-chose à ce qui se passe dans leur tête, à ces gens-là? Oui, d'abord, ce qu'on a vu, c'est pas du football. C'est quelque chose qui est attaché au football. Pour moi, c'est une partie de la société un peu exclue. C'est des gens qui sont pas bien dans leur tête, qui veulent une certaine reconnaissance et puis se rattachent à un sport de masse qui est le football. On a bien vu dans ce reportage, c'est des gens qui sortent des milieux très très modestes, dans des quartiers très isolés, mais qui ont dit à un moment donné qu'ils n'ont rien contre les joueurs. Donc ils adorent le rugby, le football, ils adorent les joueurs, mais ils ont un problème avec les dirigeants, donc les personnes, les capitalistes, enfin ceux qui viennent un peu gérer leur... Donc ça les rend fous. Alors on va revenir sur cette question de l'argent dans le sport, parce que ça touche aussi le rugby, et pourtant ça ne produit pas la même évolution. Bedarren, vous êtes, je le rappelle, britannique, vous êtes chroniqueur à Canal+. Est-ce que d'abord ce film vous a surpris? Et expliquez-nous ce qui nous trouble quand même quand on regarde ces hooligans. Parce qu'il y a quelque chose évidemment d'horrible, et puis en même temps, si on est tout à fait honnête, il y a quelque chose qui est relativement attachant. Je ne sais pas si attachant c'est le mot, mais fascinant, oui. Fascinant parce qu'on a du mal à comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi et vraiment comment. Et fascinant, c'est vrai qu'en Angleterre en ce moment, c'est presque à la mode de parler de hooligans. On a vu que dans le documentaire, il y a pas mal de gens justement qui ont écrit le mémoire de hooligans pour pouvoir vendre des livres. Il y a tout un tas, il doit y avoir une centaine de livres en Angleterre qu'on peut acheter aujourd'hui. C'est parce que justement, on est fasciné, on veut savoir pourquoi et comment. Ça m'inquiète quelque part parce que j'ai du mal lorsque je vois quelqu'un se mettre en valeur parce qu'il a eu un passé violent comme ça. Pas le pays, moi je me demande si c'est pas le pays, l'Angleterre, qui tolère un peu un certain extrémisme. Je dirais, il commence à s'organiser. L'administration, le gouvernement ne les arrête pas, laisse faire, laisse... Pourtant, Darren, Margaret Thatcher, après l'affaire du Hesel, a pris quand même des mesures assez radicales. Est-ce que vous pourrez nous les rappeler d'abord, ces mesures qui ont été prises après ces 39 morts qu'il y avait eu au Hesel? Oui, déjà,
en quelque sorte, en Angleterre, on a été obligé de réagir suite à cette tragédie. Dès le retour, en fait, des joueurs et des journalistes en Angleterre après ces incidents, Margaret Thatcher avait tellement honte de ce qui s'est passé pour son pays, pour son peuple. Elle a appelé tous les journalistes sportifs qui étaient sur place dans le stade. Elle les a invités chez elle, là où réside le Premier ministre, 10 Downing Street, pour avoir une grande discussion. Justement, j'ai un ami qui était là-bas, qui m'a raconté, c'était assez hallucinant d'être là avec Margaret Thatcher et prendre le thé avec elle, mais parce qu'elle était vraiment très, très concernée. Et de suite, donc, à tout ça, on a eu des mesures en Angleterre très, très strictes. Dans un premier temps, il n'a pas fallu longtemps pour que les stades deviennent des endroits complètement différents à cette époque-là. Plus de grillage, parce que là, on a vu oui, voilà. Dans un premier temps, il y avait les messieurs là dans le documentaire disaient on était debout, on était bien, et là on a éradiqué. Il n'y avait plus de possibilités. Maintenant, c'est des places assises. Voilà, maintenant c'est des places assises. Bon, pas de déjà ça calme un petit peu parce qu'avant il y avait des mouvements de foule, les mecs étaient debout, on est plus violent. On pouvait acheter de la bière à côté et dans le stade. Et puis surtout suite à d'autres événements en Angleterre malheureux, on a enlevé les grillages. Pourquoi? Parce que ça m'a frappé comme quelque chose de très important, parce que si vous mettez des gens derrière des grillages, c'est presque leur dire vous êtes des animaux. On ne vous fait pas confiance. On pense que vous allez faire mal, et donc on vous met dans une espèce de cage, on vous enferme. Et je pense que si on traite des gens comme ça, c'est presque les encourager d'être des bêtes. Donc finalement, on a enlevé les grillages, et on constate que depuis quelques années, plusieurs années en Angleterre maintenant, on n'a plus de problèmes dans les stades. Les problèmes, comme on a vu dans le film, ça se passe ailleurs maintenant. Oui, mais on peut aller au stade. Dans les stades maintenant. Voilà, on peut aller au stade avec sa famille et on ne voit jamais ce genre de bataille dans la rue comme ça. Jamais. Alors, Gernot Rohr, je rappelle que vous avez été contemporain de ces événements. Vous auriez pu même en être sur le terrain au Heysel, puisque Bordeaux, à l'époque, club dans lequel vous jouiez, était arrivé en demi-finale contre la Juventus, si je ne m'abuse. Et donc, vous aviez failli passer et vous retrouver à la place de la Juventus face à Liverpool à l'époque. Vous-même, vous avez vécu comment ce drame du Heysel ? J'étais assis devant mon poste de télévision et évidemment, au début, je regrettais beaucoup que nous ne soyons pas au Heysel. En demi-finale, contre la Juventus, à Bordeaux, nous avions gagné 2-0, mais ça n'a pas suffi pour accéder en finale. Donc, j'ai regardé le match chez moi, à Bordeaux, devant mon poste de télévision, et dans un premier temps, j'étais triste. Mais quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai finalement dû me dire, après tout, il valait mieux comme ça. Il valait mieux ne pas accéder à la finale, il valait mieux en rester à la demi-finale parce que nous nous disions tous, il y aurait sûrement eu des victimes parmi nos parents, nos amis ou nos supporters s'ils étaient venus avec nous au Heysel. Alors, on sait que Michel Platini, qui a joué ce match, je crois qu'il était capitaine de la Juve à l'époque, si je ne m'abuse, c'est même lui qui a marqué le but, si je me souviens bien. N'aime pas parler de ça. Il ne veut plus en parler et je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup traumatisé. Ça a beaucoup traumatisé le monde du football et des joueurs. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Je ne parle pas du point de vue des organisateurs, mais du point de vue des joueurs et du monde du football. Darren Tullet. Oui, je sais que les joueurs de Liverpool ont beaucoup souffert et ce soir-là et après, parce que c'est quelque chose qui est honte. Je pense n'importe qui voit des choses pareilles a du mal à se remettre à faire ce qu'on fait son métier. Quoi. Je sais que certains joueurs ont même pensé ne plus jouer, parce que pas seulement ce soir-là, ils ont été obligés de rentrer sur le terrain et faire un match de foot après tout ce qu'ils venaient de constater. C'était très difficile. Et après, oui, c'était dur pour certains. En même temps, peut-être ces événements terribles ont précipité, comme je disais, certains changements pour le mieux. Gernot Rohr, en Allemagne, on chiffre à peu près à 6000 le nombre de supporters ultra-violents, dont on dit d'ailleurs qu'ils sont en général originaires des anciens Länder de l'Est. Et ce phénomène-là, en Allemagne, ne ressemble évidemment pas au phénomène hooligan. C'est un phénomène qui s'appréhende plus comme un phénomène ultra, si j'ai bien compris. C'est un phénomène de violence. Il y a d'ailleurs un contentieux, il y en a au moins deux dans le monde du football entre la France et l'Allemagne. Un plus récent qui est la Coupe du Monde avec le gendarme Nivelle,
où on a découvert en cette occasion qu'il y avait des supporters allemands extrêmement violents? Tout d'abord, je dirais que la solidarité qui est née autour de cette malheureuse affaire Daniel Nivelle, eh bien, elle a donné lieu en Allemagne à une vaste collecte de fonds, à une vaste mobilisation des supporters qui ont tous donné un peu quelque chose, y compris les joueurs, les anciens internationaux qui ont disputé un match contre les Français à Kehl, en Allemagne, devant 10 000 spectateurs. Donc on a beaucoup fait pour obtenir le pardon. On a collecté une somme importante pour aider la famille du gendarme Daniel Nivelle. L'Allemagne tout entière s'est mobilisée autour de cette action. Et comme vous l'avez bien montré tout à l'heure dans votre film, c'était sans doute une partie infime des supporters allemands qui portaient la responsabilité de cet incident. Quand on voit la façon dont les supporters et les joueurs se comportent vis-à-vis de l'arbitre au rugby et la façon dont ils se comportent au football vis-à-vis de l'arbitre, c'est deux façons totalement différentes de se comporter. Je me souviens, moi, d'un autre souvenir, là, vous concernant, qui était, je crois, une demi-finale de Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud, où vous aviez manifestement marqué l'essai qui permettait à la France de se qualifier pour la finale, n'est-ce pas? Oui, j'ai fermé ma gueule, je suis parti. Et voilà. Et en fin de compte, qui était quand même un enjeu majeur. C'est demi-finale, vous marquez un essai qui est refusé par l'arbitre, et en même temps, vous dites rien, vous partez, alors que la France est éliminée sur une faute d'arbitrage. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur dans ce moment-là? On se dit, voilà, c'est la règle du jeu, je conteste rien. C'est la règle du jeu, certes, il y a ce respect entre nous et l'arbitre, parce que la moindre faute peut pénaliser les joueurs. Vous savez, une pénalité, vous la contestez, vous reprenez 10 mètres derrière, et puis après, ça peut être péril pour l'équipe. Mais le fait aussi que c'est un sport de combat, je me dis dans ma tête, c'est bon, je me suis fait avoir cette fois-ci, je vais revenir à la charge, je vais me défouler dans le prochain regroupement, dans le prochain plaquage. Donc j'ai je dirais, cette frustration que j'ai en moi, je vais pouvoir la lâcher d'une façon réglementée sur un plaquage ou sur une poussée ou sur une percussion. C'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Exactement. Donc allez, en fin de compte, ça nous motive parce que... Quelqu'un va le payer. C'est ça que vous vous dites. Mais dans les règles. Mais dans les règles, c'est ça. Dans les règles, c'est le prochain plaquage. Donc en fin de compte, cette frustration se transforme en motivation supplémentaire. Et dans un sport comme le rugby, où les forces sont équivalentes, la préparation physique est la même et l'intimidation psychologique est la même, on a besoin de ce facteur motivant en permanence pour faire la différence contre l'adversaire. Donc une décision de l'arbitre qui est des fois mal acceptée peut être bénéfique 5 minutes plus tard. Alors on dit Darren, les joueurs de foot sont truqueurs. On se souvient aussi d'un autre épisode, là, celui de Maradona, qui dans un match contre... Oui. C'est l'Angleterre, je crois. On n'en parlait pas, oui, c'est contre l'Angleterre. Voilà, marque un but de la main, en fait. Hein. La main de Dieu, il a osé dire après. Et il a dit la main de Dieu à ce moment-là. Et en même temps, tout le monde se souvient de ça aujourd'hui. Encore, on ne se souvient pas de Latif Benazi, parce que justement, lui, il n'a pas commenté et est passé dessus. Mais on se souvient de cette histoire de Maradona. Il y a aussi là, dans l'esprit du jeu, quelque chose qui est complètement différent dans le football, non? Moi, je suis convaincu que dans le football, là, on a beaucoup de choses à apprendre du rugby au niveau de fair play, parce qu'en plus, on parle beaucoup de fair play. Chez moi en Angleterre, dans le football, alors que lorsqu'on regarde ce qui se passe sur un terrain, par rapport à un arbitre, on a vraiment des choses à envier. J'adore regarder le rugby et voir justement ce respect qu'il y a pour les arbitres. C'est quelque chose de très fort et c'est quelque chose qu'on doit trouver des moyens d'avoir quelque chose comme ça dans le foot aujourd'hui, parce que c'est insupportable de voir un arbitre entouré par 10 mecs en train de lui gueuler dessus ou le pousser même. Je trouve que cette règle qui consiste à avancer le mur du coup franc de 10 mètres vers l'avant, c'est une règle excellente. On pourrait l'appliquer au football. À ce moment-là, il y aurait beaucoup moins de contestation. Après tout, si le joueur sait que l'arbitre va avancer le mur... 10 minutes sortir, un carton jaune, ce n'est pas qu'un avertissement, c'est 10 minutes dehors. Comme ça peut être... Mais ça dépend de la personnalité des arbitres. Moi, j'adore le foot, j'adore regarder ça. Même j'ai une culture de football, parce que je suis né au Maroc. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cet arbitre italien, le chauve. Collina. Mais c'est vrai qu'entre lui et les joueurs, il y a un tel respect.
J'ai l'impression qu'il est moins intouchable que d'autres arbitres. Alors peut-être qu'il est sévère ou peut-être qu'il est aussi sait parler à certains joueurs. Il a des yeux comme ça. Il fait peur. Et non, je crois que le comportement aussi des joueurs, il est pour beaucoup. Moi, ce qui me frappe dans le football, pourtant c'est un sport collectif. Ils sont sur le terrain, il est censé être collectif. C'est par moment, on a des puzzles un petit peu d'individualisme. Celui qui va marquer. Vous verrez jamais au rugby quelqu'un qui marque un essai, courir partout, s'exalter de joie, être comme ça. Et il va vers ses copains. Et d'aller fuir ses copains. Donc il marque, il baisse la tête, il revient, et puis les copains, il y a 3 mots, ça repart. Oui. Donc, alors qu'au rugby, il va vers ses copains. C'est une joie collective. Pourquoi? Parce que celui qui va être sous le projecteur, le numéro 15, les 3/4, ce qu'on appelle chez nous, qui sont souvent en plein air, ceux qui courent, ceux qui marquent l'essai, n'oublie jamais celui qui va extraire la balle de la mêlée, donc de la personne qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas à la télévision, qu'on ne voit pas, donc il sait la souffrance de la personne qui a extrait la balle de la mêlée. Donc il y a ce respect, je dirais, ce partage de joie, hein, parce qu'indirectement, même si on focalise sur Michalak aujourd'hui ou quelqu'un, il va toujours dire moi, s'il n'y a pas les avants qui avaient gagné la balle pour moi, j'aurais jamais marqué cet essai. Donc il y a ce respect mutuel et cette solidarité qui se le rend très bien. Darren, vous qui êtes à cheval sur les deux, puisque vous, à la fois vous êtes spécialiste du foot, mais vous aimez beaucoup le rugby et vous le connaissez beaucoup, comment vous expliquez que ça a produit des natures de supporters totalement différents? Je peux dire pour chez moi, en oui, Angleterre. pour chez vous, En Angleterre. On généralise évidemment, hein, il faut éviter si on peut les clichés, mais le foot reste beaucoup plus populaire au niveau des supporters en Angleterre que le rugby. On a plus de chances de rencontrer, je sais pas, un docteur ou un avocat dans les gradins dans un petit stade de rugby que dans un stade de foot, même si évidemment tout change aujourd'hui et il y a des mélanges. Mais dans le foot, quand même, en Angleterre, ça reste beaucoup, beaucoup plus populaire. Et donc, il y a un comportement différent, une éducation différente. D'abord, les règles au foot sont beaucoup plus faciles à apprendre. Le rugby, c'est un sport compliqué, il faut le connaître, il faut avoir cette culture-là. Et puis, ce n'est pas un sport qui se pratique dans la rue. Pour jouer au foot, il faut un ballon, il peut se mettre dans une rue déserte et puis taper dans le ballon. Au rugby, si on glisse, il y a le goudron, le ballon il n'est pas rond, donc c'est compliqué de jouer au rugby dans la rue. Il est moins populaire que le foot, bien sûr. Au niveau des sportifs, en Angleterre, oui, on voit souvent les enfants, il faut juste un ballon. Traditionnellement, les joueurs de rugby en Angleterre sortent des écoles privées. Ça a toujours été comme ça, alors que le joueur de foot sort de... peut-être même pas d'école, hein. Enfin, ça a changé évidemment depuis. Mais c'était un peu comme ça à l'époque. C'était les enfants pauvres qui jouaient au foot et les enfants qui venaient des classes middle class, comme on dit chez nous, qui jouaient au rugby. Abdelatif, tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer la question de l'argent, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. On dit, effectivement, comme les enjeux sont plus importants, comme il y a plus d'argent, etc., dans le football, donc voilà, ça se transforme comme ça. Mais d'une certaine manière, et le jeu se durcit, etc. Même d'une certaine manière, on peut dire que le rugby s'est professionnalisé ces dernières années, qu'il a été rattrapé par l'argent, et bizarrement, on a l'impression, si vous voulez, que l'équipe de France, en tous les cas je parle pour elle, respecte beaucoup plus les règles du jeu, qu'il y a moins de brutalité sur le terrain, en tous les cas que la violence est beaucoup plus contenue et moins d'irrégularité. Est-ce que je me trompe ou pas? Et dans les tribunes, évidemment, pareil. Oui, d'abord parce que c'est un sport qui n'est pas universel, il ne faut pas se leurrer, c'est un sport qui concerne 15 pays. On est professionnel depuis 1995, mais on n'aura jamais les moyens de football. Le joueur le plus emblématique de l'équipe de France, il n'a même pas un dixième de ce qui touche un joueur de national au foot. Donc, ceci dit, les choses quand même évoluent à grande vitesse. En équipe de France, l'audience télévisuelle est comme un match de football. Mais je crois que les joueurs, ils ont une grande part de responsabilité dans leur comportement. Quand on arrive en équipe de France au haut niveau, non seulement il faut être fort dans son sport, mais il faut être fort dans son comportement de tous les jours. Je crois que c'est des mots qui sont répétés perpétuellement par les managers et les entraîneurs. On est là parce qu'il faut un état d'esprit, il y a des valeurs à respecter, et celui qui tire la couverture à soi, celui qui sort de ce cadre, on n'a plus besoin de lui, parce qu'un joueur n'a jamais fait gagner une équipe au rugby. Et puis le joueur, il est sensible à ce qu'il peut faire sur le terrain ou en dehors, que ce soit en parole, en conférence de presse, ou que ce soit en comportement sur le terrain. Il mesure les conséquences de ses actes. S'il crache sur un joueur,
ça se verra. Donc il est concerné par le comportement des jeunes qui le regardent. Donc vous ne pouvez pas savoir comme il est malade s'il peut faire ça. En conférence de presse, ça déborde jamais. On a des horaires, on se tient, on est professionnel, on a choisi d'être professionnel. Il faut respecter ces gens-là et avoir le temps nécessaire pour eux sans déborder, bien sûr. Donc, même auprès des journalistes, on a instauré cette règle du jeu et ce climat de confiance. Donc, le joueur, plus responsable sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, parce qu'on le regarde et parce que derrière, il mesure les conséquences. Tarek, 2 mots, parce que je voudrais... Oui, ce qui m'intéresse dans le discours d'Abdel, c'est justement le rôle des dirigeants qui disent aux joueurs et qui rappellent comment il faut se tenir. Alors que moi, je vois et j'entends des présidents de clubs de foot dire « Oh, mais les jeunes footballeurs aujourd'hui, c'est dingue, c'est pas possible. » Attendez, ils ont un rôle, ces dirigeants-là. Et c'est vraiment à eux de donner l'exemple et donner le temps. Non? Je voudrais faire appel à vos souvenirs et à votre expérience, Gernot Rohr. Vous avez été entraîneur, jusqu'à il y a encore un mois, hein, de l'OGC Nice. Donc je rappelle Bordeaux, de très grand club de football. Très franchement, comme entraîneur, au moment où vos équipes allaient rencontrer des équipes où vous saviez qu'il y allait avoir des supporters, il y allait avoir des risques de violence. Je ne parle pas de OM-PSG, dont on sait que les supporters se tirent la bourre, comme on dit. Mais est-ce que vous aviez un discours particulier? Est-ce que franchement, vous aviez des recommandations particulières que vous donniez à vos joueurs à ce moment-là? Bien évidemment. Chaque entraîneur doit compter avec les réactions du public ou des supporters. Et le premier souhait de tout entraîneur, c'est de faire en sorte que le joueur se batte, se donne à fond, en particulier lorsqu'il joue à domicile dans son propre stade. Il faut que le joueur puisse convaincre les supporters de sa volonté de se battre et de se donner à fond. Il faut que les supporters, dans les tribunes, soutiennent, supportent l'équipe au point qu'ils deviennent justifiés de parler de ce fameux 12e homme de l'équipe. C'est le souhait de chaque entraîneur, c'était le souhait lorsque j'étais entraîneur à Bordeaux et puis à Nice. Et parfois, l'entraîneur s'adresse d'ailleurs directement avant le match au public, aux spectateurs, pour leur demander de créer la meilleure ambiance possible et pour faire en sorte que tout le monde se rassemble comme un homme derrière son équipe. Abdelatif Benazi, je voudrais rappeler qu'au football, on a parlé du phénomène hooligan, il y a le phénomène ultra, il y a les fumigènes, parfois les gradins ressemblent, on prend des allures de manif, hein. Il y a un côté revendication presque, de plus en plus des supporters à avoir leur place dans ce monde. Et puis il y a des choses beaucoup plus dangereuses, graves. On voit en Italie des joueurs qui font le salut fasciste quand ils prennent du Lazio-Drome. On voit des insultes racistes sur les genres de couleurs en France. Il y a une dérive, ou en tous les cas, sur le terrain de football, sur les terrains de football, il y a une dérive quand même de ce type. Est-ce que sur le rugby, Abdelatif, vous avez, assisté à cette même dérive ou pas du tout? Si on parle de rugby professionnel, on est sous les caméras, il y a un comportement honorable. Dans les clubs amateurs, c'est comme partout, il y a certains qui viennent parce qu'ils croient ils confondent, ils ne connaissent pas les règles, ils confondent le rugby avec combat de rue, et ils viennent un petit peu se défouler le week-end. Et il y a aussi les rivalités des villages un petit peu qui existent encore, comme c'est un sport ancré encore dans le sud-ouest, des villages un petit peu avoisinants qui viennent un petit peu se titiller avec leurs problèmes de la semaine. Ça existe. Et malheureusement, je dirais, il n'y a pas de médias. Il n'y a pas de médias là-dedans. Bon, c'est une minorité, certes, mais même c'en est trop, parce que même des actes racistes, j'en ai entendu parler. Et moi-même, j'ai reçu beaucoup de courriers par des jeunes joueurs qui ont envie de jouer dans ce sport, qui jouent en 3e ou 4e division, mais qui m'envoient des courriers en me disant « Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as fait toi? J'arrête pas d'être insulté dans les tribunes. » Ça existe. Le problème de société aujourd'hui, ça se reflète dans le sport et encore une fois, c'est pas en grande échelle parce que c'est pas un sport de masse, mais en comparaison de toute façon par rapport à ce qui se passe au foot, ça n'a rien à voir. Mais ça existe. Darren? Les stades sont quand même en quelque sorte des exutoires. On peut se rendre dans un stade, dans n'importe quel sport, et on peut crier ce qu'on veut. Et on a même vu, donc aujourd'hui, un type qui est raciste ne peut pas aller dans la rue crier tous les slogans qu'il veut, mais dans un stade de foot,
il sent qu'il peut dire ce qu'il veut. Pourquoi il sent qu'il peut dire ce qu'il veut là? Ça, c'est quelque chose de... Il faut aller chercher un philosophe ou un psychologue pour m'expliquer pourquoi le stade est un exutoire. Mais c'est très, très, très vrai. Et même, on a constaté que pendant des périodes de guerre ou de rébellion dans certains pays, les stades de foot sont devenus, pour les protesteurs et les manifestants, des endroits justement où on se regroupe et on se retrouve. Donc parfois c'est pour des bonnes causes et parfois pour des mauvaises, ça dépend de quel côté on est. Mais c'est vrai que cette année, je pense dans le foot surtout, on peut parler d'une année noire avec tout ce qu'on a vu dans les stades au niveau du racisme. Ça a été très choquant. On a vu un match entre l'Espagne et l'Angleterre à Madrid, où les joueurs blacks de notre équipe d'Angleterre ont été conspués, hués pendant tout le match. C'était quelque chose d'hallucinant. Alors, oui. Il y a quand même, et heureusement, des exemples positifs, des exemples qui montrent que parfois le football peut aider les hommes à déposer les armes et à arrêter la bataille. Je pense à ce qui s'était passé le jour de Noël en 1914. À ce moment-là, dans le nord de la France, entre les fronts, très spontanément, les soldats ont déposé leurs armes et on a vu des soldats allemands disputer un match contre des soldats anglais et des alliés entre les tranchées. Le football, ça n'est pas toujours quelque chose de négatif. En tout cas, en ce jour de Noël 1914, il ne l'était pas. Cet événement, d'ailleurs, a été commémoré cette année par un match amical réunissant d'anciens joueurs internationaux. Et il y a d'ailleurs un film qui a été tourné sur ce thème. Merci, messieurs. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat et à cette émission. Je voudrais inviter les téléspectateurs qui nous regardent, s'ils veulent en savoir plus sur ce dont nous venons de parler, à lire le livre de John King, donc Football Factory, aux éditions de l'Olivier, où vous pourrez glaner des informations supplémentaires à celles que nous vous avons données. Et puis le livre d'Abdel Benazi, donc, qui est avec nous sur ce plateau, qui, en dehors même du rugby, du Haut Conseil à l'intégration maintenant, a pris la plume pour nous délivrer un essai. Ça s'appelle Une vie à l'essai, ce qui est normal pour un rugbyman de cette envergure, avec une préface de Nelson Mandela, et c'est chez Flammarion. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez, si vous le désirez, venir surfer sur le très bon site d'internet Arte à l'adresse suivante, c'est arte-tv.com, là aussi, si vous voulez en savoir beaucoup plus. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, là je rappelle l'adresse d'Arte, c'est 4 quai du Chanoine Winterer, boîte postale 20 035, 67 080, Strasbourg, Cédect. En attendant, restez surtout sur Arte. Au revoir et au mois prochain. Votre nuit sur Arte. Le cinéaste Raoul Ruiz dénonce la poursuite frénétique de la célébrité. L'édition de nuit d'Arte Info revient sur ce mardi dans Le Monde. La relève du cinéma allemand fait une virée nocturne à Hambourg. La soirée continue. Dans un instant, une place parmi les vivants. À minuit 25, Arte Info. Et à minuit 40, au cœur